Très bien, je vous invite à... On va démarrer assez vite parce qu'il y a une balade ce soir dans Saint-Malo. Il ne faut pas rater le coche. Donc je vais inviter Philippe Lecointe à venir à la tribune. Bravo d'être là. Et peut-être inviter quelqu'un à aller vers la salle où on mange pour rameuter, si je puis dire, tout le monde. On va laisser 30 secondes juste. Ah oui, non, je suis pas parti. Ouais. Partez pas. Bon, allez, on y va. C'est parti, nous sommes dans la session 3 donc, de ce colloque, de ce rendez-vous, qui s'appelle « Accompagnement au changement des pratiques agricoles », ce qui d'ailleurs est un des thèmes favoris du questionnement qui remonte sans arrêt. Donc c'est pas si évident que ça. On va démarrer donc par une série de projets, 5 projets. On va commencer par Coup de pouce, qui s'appelle « Comportement et usage des pesticides pour des contrats environnementaux innovants », avec Philippe Lecointe, qui est là, postdoctorant au laboratoire montpelliérain d'économie théorique et appliquée. Et donc, je vous laisse la parole 10 minutes, c'est le principe. Hein. Et ensuite, on va relever un questionnement ensemble et une adresse à la salle. Allez-y. D'accord, bonjour. Donc, je vais vous présenter effectivement ce projet Coup de pouce. Donc, qui est un projet qui a été mis en place donc, au Lameta, donc, où l'INRA est présent à Montpellier. Et donc, il y a tout un tas de chercheurs, mais essentiellement de ce laboratoire, qui ont travaillé dans ce projet, et donc essentiellement des économistes. Et donc, on va parler, je ne vais pas reprendre l'acronyme et le titre complet du projet qui est très long, mais on va parler d'incitations qui peuvent être utilisées pour la réduction, remplir les objectifs d'éco-phyto. Donc, j'aime bien commencer cette présentation par des photos qui ont été prises dans des manifestations avec des agriculteurs en 2014, qui en fait mettent en évidence le fait, au-delà des slogans eux-mêmes, le fait qu'il peut y avoir des forces qui sont des forces sociales, des forces psychologiques, qui rentrent en ligne de compte dans ces transformations que l'on cherche à mettre en œuvre dans l'agriculture, et que ces forces sont parfois insuffisamment prises en compte dans la mise au point des politiques publiques. Donc le contexte auquel on s'intéresse, finalement, on va s'intéresser à un des principaux outils des politiques publiques qui est utilisé. C'est un outil qui est utilisé pour la reconquête de la qualité de l'eau et la réduction de l'utilisation des pesticides, que sont les mesures agro-environnementales. Alors avant 2015, mesures agro-environnementales étaient MAET, depuis 2015, MAEC. Le principe global de ces mesures, c'est que ce sont des contrats qui sont individuels, volontaires, dans lesquels un agriculteur s'engage à adopter ou à maintenir une pratique qui sera considérée pro-environnementale, une pratique de réduction de l'utilisation des pesticides, par exemple, en échange d'un paiement. Il y a eu pas mal d'évaluations qui ont été réalisées sur cet outil d'incitation. Et en fait, ils ont relevé un certain nombre de problèmes. Des problèmes d'efficacité, des problèmes d'effet sur l'environnement, mais également des problèmes de coût par rapport à l'efficacité obtenue. C'est lié à différentes choses, mais un des problèmes auxquels on s'est intéressé, c'est qu'effectivement, étant volontaire, ces types de contrats, l'efficacité va être directement liée à la participation, et on a observé une participation relativement faible, notamment dans les premières phases, mais quelque chose qui se maintient, c'est une participation assez faible dans les mesures qui réclament le plus d'efforts, le plus de modifications des pratiques. Et donc, ça challenge un peu l'hypothèse qui est à la base de ce type d'instrument, que les agriculteurs vont changer leurs pratiques agricoles. Finalement, si les coûts sont compensés par ces mesures, les manques à gagner sont compensés par ces mesures agro-environnementales. Et nous, notre postulat de départ, ça a été de dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'on appelle des facteurs comportementaux, des facteurs psychologiques qui peuvent rentrer en ligne de compte dans ces décisions.
Donc très rapidement, une espèce de modèle en fait, qu'on a utilisé, hein, lorsque un agriculteur, et on lui propose son contrat de mesure agro-environnementale, il va avoir différents types de motivations qui vont rentrer en ligne de compte. Il va y avoir des motivations que l'on appelle des motivations extrinsèques, donc effectivement, il va comparer le paiement qu'on lui propose par rapport au coût, au manque à gagner que ça va lui occasionner d'adopter cette pratique. Mais il va y avoir un certain nombre de motivations qu'on appelle, nous, les motivations intrinsèques dans notre jargon, et qui peuvent être les normes sociales, les motivations environnementales des agriculteurs, et puis un certain nombre d'autres effets qu'on groupe, nous, sous le terme rationalité limitée, qui est, en fait, l'effet de, par exemple, la manière dont est présenté le contrat peut avoir également un impact sur son acceptabilité. Et donc, les objectifs de ce projet, il y en avait 3. Un premier objectif, c'était d'évaluer l'efficacité de ces mesures agro-environnementales. Le deuxième était de mettre en évidence le rôle potentiel de ces facteurs comportementaux dans les décisions de participer à cet outil incitatif. Et puis également de tester des dispositifs innovants qui pourraient tenir compte de ces facteurs comportementaux. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. Ce type d'interventions sont appelées souvent des nudges ou coups de pouce, d'où le nom du projet, et qui consistent en fait à modifier, avoir un effet sur le contexte du choix, et dans l'idée d'avoir un impact en fait, sur les décisions des agriculteurs. Alors, il y a quelques exemples de nudge qui sont assez connus. Alors là, vous voyez les urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam, où il y a des fausses mouches qui sont mises à l'intérieur pour inciter ces messieurs à bien viser à l'intérieur de l'urinoir. Donc un exemple un peu moins prosaïque. C'est un programme mis en place par EDF depuis 2016, dans lequel vous recevez, avec votre facture, votre consommation électrique, mais comparée à la consommation électrique de foyers similaires, et comparée à la consommation de foyers les moins consommateurs. Et donc ce type d'approche a été testé aux États-Unis et a eu des effets assez forts sur la consommation d'énergie des ménages. Donc les méthodologies, donc nous l'idée, ça n'a jamais été utilisé en agriculture, ce type de concept-là, on a essayé de s'inspirer de ça. Et puis on a utilisé différents types de méthodologies, donc analyse de base de données, des enquêtes, des expériences de laboratoire et des études de cas. Ah oui, effectivement, ça modifie un peu la mise en page. Donc je vais commencer par les premiers résultats donc, sur la partie évaluation des mesures agro-environnementales. Donc, dans cette partie-là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On a réalisé une enquête nationale qui a été organisée en 2012 avec le ministère de l'Agriculture, donc qui a été envoyée à 259 animateurs et agents de l'État et 763 agriculteurs. Enfin, pas envoyés, on a eu des réponses de ces nombres-là. Donc, à la fois des personnes qui étaient engagées dans les MET et des personnes qui n'étaient pas engagées. Donc, cette évaluation a fait l'objet d'une synthèse de 4 pages qui est disponible. Il y a un certain nombre de conclusions qui sont là, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de passer à autre chose. Peut-être quelque chose qui serait un peu plus nouveau et un peu plus, qui pourrait peut-être plus vous intéresser. C'est comment essayer de mesurer les effets propres des mesures agro-environnementales. On a discuté un peu hier de comment mesurer finalement les impacts des interventions que l'on réalise. Et donc, on a essayé de s'attacher à quantifier ces effets propres de l'instrument de politique publique que sont les mesures agro-environnementales. Alors, il faut savoir que c'est une question qui anime fortement la communauté des économistes aujourd'hui, comment évaluer vraiment les effets spécifiquement d'une mesure de politique publique. Et en fait, ce qu'on doit réussir à faire, c'est de réussir à quantifier la différence qu'on a entre des pratiques, dans le cas des MAET, entre des pratiques qu'ont les agriculteurs qui sont engagés dans ces MAE, avec les pratiques qu'ils auraient eues s'ils n'avaient pas contractualisé, ce qu'on appelle le contrefactuel. Or, évidemment, comme vous imaginez bien, ce contrefactuel n'existe pas, il est virtuel, et donc la question, tout l'enjeu, c'est d'essayer de le reconstituer. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire à travers une enquête, une collecte de données que je suis obligé de vous présenter très rapidement. Donc là, on a regardé les agriculteurs qui étaient engagés dans des MAE phyto dans le Languedoc-Roussillon, donc maintenant Occitanie. Et donc l'idée a été de comparer finalement l'IFT herbicide de personnes qui étaient engagées depuis 2010 en 2011 avec ceux qui allaient s'engager en 2012
et qui, en 2011, n'étaient pas impliqués. On a considéré, on a fait des vérifications statistiques, que ces personnes, un an avant d'être engagées, eh bien, finalement, constituaient un bon contrefactuel pour comparer avec ceux qui étaient engagés depuis un an. Et donc, on a pu mettre en évidence un effet significatif des MAET, avec moins 50% d'utilisation d'herbicides en 2011, mais par contre, une variabilité entre 2011 et 2012. Donc là, je passe au deuxième volet des objectifs du projet, qui était d'essayer de mettre en évidence un certain nombre des faits du rôle des facteurs comportementaux dans la participation à ces initiatives. Et donc, on s'est plus particulièrement essayé de s'intéresser au rôle des normes sociales. Alors, quelques définitions qui viennent de la littérature sur les normes sociales. On peut considérer que les normes sociales peuvent être divisées en différentes catégories, pour faire simple. Ce qu'on appelle les normes descriptives, c'est-à-dire ce que font les autres agriculteurs. Les normes injonctives, c'est-à-dire l'opinion des autres agriculteurs et comment elle influence mon action. Et puis les normes personnelles, ce que moi, intimement, je pense que je devrais faire. Et donc on a réalisé une enquête auprès de 149 viticulteurs, encore dans le Languedoc-Roussillon. Beaucoup de nos terrains étaient en Languedoc-Roussillon. Et donc on a pu mettre en évidence, finalement, bon, je passe les étapes, mais une importance significative des motivations économiques pour entrer dans ces contrats agro-environnementaux, ça on s'y attendait, mais également, de façon aussi significative, le rôle de ces normes personnelles et des normes sociales dans la décision, finalement, de participer à ces programmes. Alors on s'est intéressé à un autre type de facteur comportemental qui était en fait la manière dont sont présentés les contrats agro-environnementaux. Et en fait on a utilisé un exemple qui était lié à la mise en place d'un contrat. Alors là c'était pas sur des phytos, hein, c'était le seul truc qui n'était pas lié aux phytos. C'était à côté de Nîmes, suite à la construction du contournement Nîmes-Montpellier, il y a un gros programme de compensation écologique qui a été mis en place dans une zone Natura 2000. Et donc, on a proposé simultanément aux agriculteurs des contrats avec objectif de compensation et des contrats dont l'objectif était le classique plus Natura 2000. Et nous, ça a été l'occasion de se poser la question de savoir est-ce que, juste toute chose égale par ailleurs, la différence d'objectif du contrat, est-ce que ça a un impact sur l'acceptabilité par les agriculteurs de ce type de contrat ? Et donc là, on a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode du choice experiment, où en fait les agriculteurs vont pouvoir choisir entre des contrats hypothétiques. Et en fait, à partir des choix qu'ils font par rapport à ces contrats hypothétiques, on est capable d'estimer la préférence pour les différentes caractéristiques de ces contrats. Et donc là, on a pu mettre en évidence finalement que les agriculteurs, lorsqu'on leur propose ces types de contrats, eh bien, toutes choses égales par ailleurs, ils vont demander 30 € par hectare par an en plus pour un contrat avec objectif de compensation par rapport à un contrat avec objectif de préservation de la biodiversité. Et donc, qui représente 14% du paiement moyen qui était offert dans ce type de contrat. Donc là, on voit que l'objectif et la manière dont cet objectif est formulé peut avoir un impact sur l'acceptabilité par les agriculteurs. Ensuite, donc là, on passe dans l'analyse de nouvelles formes de contrats innovants. Au vu de l'impact qu'on a pu mettre en évidence des normes sociales sur l'adoption des contrats, des mesures agro-environnementales, on a eu l'idée de tester la performance d'un autre différent type de contrat dans lequel on intégrerait un bonus collectif conditionnel. Donc je m'explique, c'est un bonus qui serait proposé aux agriculteurs si 50% de leur territoire, finalement, est engagé en MAE. Et donc, on a utilisé la même méthode que la méthode qui a été utilisée précédemment, donc le Choice Experiment, et on a pu mettre en évidence que les contrats où ce bonus était proposé étaient davantage souscrits, et au final, si on cumule le bonus et le paiement que les agriculteurs demandent, hein, qu'on réussit à estimer, bah, finalement, ça représente moins que dans les contrats où ce bonus n'est pas proposé. Et donc ensuite, on a fait des expériences au laboratoire en économie expérimentale avec des étudiants pour essayer de comprendre quel mécanisme pourrait entrer en ligne de compte dans ce genre de choses-là. Et en fait, effectivement, ce type de dispositif va modifier les croyances sur ce que les autres vont faire, et c'est potentiellement pour ça que cela favorise finalement l'adoption des contrats. Donc enfin, un dernier exemple d'innovation. On a essayé de tester justement un peu dans l'esprit de ce que j'ai présenté sur la consommation électrique, ce qu'on appelle un nudge informationnel. Et on a réalisé une enquête Internet auprès de 395 agriculteurs qui avaient déclaré avoir changé leurs pratiques suite à l'adoption d'une mesure agro-environnementale. Et en fait, on voulait savoir, dans un optique de durabilité des effets des MAE, s'ils avaient l'intention de maintenir ces pratiques suite à la fin des mesures agro-environnementales.
Et donc on leur a fourni une information différente à ces agriculteurs. On a partagé notre échantillon sur ce que les autres avaient décidé de faire. Dans un cas, on ne leur a pas donné d'infos du tout. Dans un autre cas, on leur a dit que dans une enquête préalable qu'on avait réalisée, 80% des agriculteurs déclaraient qu'ils maintiendraient leurs pratiques suite à la fin des MAE. Et dans l'autre cas, on leur a dit la même information, mais juste formulée différemment, en disant que 20% des agriculteurs ne comptaient pas continuer ces pratiques-là. Et donc, en fait, on a réussi à mettre en évidence, bon, il s'agit uniquement d'intention de modifier les pratiques, on a pu mettre en évidence que le fait de fournir une information sur ce que les autres allaient faire avait effectivement un effet positif sur l'intention de maintenir ces pratiques sans mesure agro-environnementale. Donc, quelques conclusions et potentielles implications politiques. Donc effectivement, ces motivations psychologiques, on voit qu'on est capable de les mettre en évidence et qu'elles semblent avoir une intention, une influence sur le comportement des agriculteurs, en tout cas à ce stade où on en est uniquement du comportement déclaré. Donc il serait possible d'améliorer l'efficacité des incitations actuelles de deux manières différentes, en tout cas soit en mettant à contribution le rôle de certains facteurs comportementaux, l'idée de la norme sociale, de la mise en place de bonus collectifs, soit en essayant d'éviter certaines sources d'inefficacité, par exemple avec la formulation d'objectifs de programme qui seraient quelque part contre-productifs sur l'acceptabilité par les agriculteurs. Donc au-delà de ce lien qu'on peut avoir entre incitation financière et comportement, enfin facteurs comportementaux, on pourrait imaginer utiliser tout seul ces techniques de nudge pour voir si on pourrait éventuellement, ça pourrait inciter les agriculteurs aussi à rentrer dans ces démarches-là. Et puis on a réussi à mettre en évidence, je pense, le rôle des méthodes expérimentales pour pouvoir évaluer et mettre au point des politiques agricoles. Je termine là-dessus. On a 2 programmes en cours. Un premier programme qui est un projet collaboratif avec un bureau d'études qui s'appelle Envilis, où là, on a l'idée d'aller un peu plus loin, de tester sur le terrain des formes innovantes de contrats en conditions réelles avec des collectivités locales. Donc il y a par exemple Haute-Paris avec qui on est en contact sur ce travail-là. Et puis un autre projet pour lequel on a eu une ANR, dans lequel l'idée est d'essayer d'évaluer le potentiel impact d'un nudge, mais cette fois de façon réelle, sur le comportement des agriculteurs et mis en œuvre au niveau national. Et là, on cherche encore des partenariats avec des gens qui seraient intéressés de faire ça avec nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie de relayer 2 questions. Alors, il y a plusieurs présentations, il y en a 5 là, donc on va juste prendre 4 minutes. J'ai envie de relayer une question. C'est d'une part, vous me l'avez dit, pardon. Vous êtes très intéressé dans ce type de réunion parce que vous avez une approche qui peut être rejoindre d'autres approches qui sont faites ailleurs et qui pourraient vous concerner, voire être collaboratives. Vous parlez des collectivités locales, d'agences de l'eau, par exemple. L'aéroport d'Amsterdam, pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'il soit là. Et autre question aussi, ce style d'approche, comment le monde agricole le perçoit et le prend, presque, j'allais dire. Qui veut intervenir ? Ah, on vient de manger, là. Ça y est. On parle d'argent public, je trouve dommage que... Présentez-vous, s'il vous plaît, c'est juste pour le décryptage. Jean-Luc Lespinasse, Cavac. Quand on parle d'argent public, ce que je trouve dommage, c'est de ne pas aller plus loin sur l'impact sociétal, quand même. C'est-à-dire qu'il y a des MAE aujourd'hui qui vont vers une extensification des surfaces fourragères, par exemple, qui impactent fort l'aspect niveau de production. Et obligatoirement, derrière, il y a un impact social hyper fort sur ces zones rurales. Et c'est quand même dommage de ne pas aborder ce dossier-là, parce que je dirais c'est de l'argent public, et l'impact de cet argent public qui peut détruire de l'emploi, je pense que ça mériterait d'être abordé dans ces questions-là aussi, quoi. Je réponds directement ? Bien sûr, vous pouvez réagir tout de suite. Il y a plein de questions qui se posent autour des MAE. Là, c'est vraiment... On aborde toujours, malheureusement, en science, on aborde souvent par un angle d'attaque et on ne va pas regarder le problème dans toute sa globalité. Il y a des questions sur les analyses, juste une seconde, il y a des questions effectivement, qui portent sur les analyses coûts-bénéfices qui pourraient être utilisées sur les mesures agro-environnementales, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout l'angle d'attaque auquel on s'est intéressé. Reprenez le micro, oui, s'il vous plaît. Je réagis plus sous un aspect très basique, c'est qu'en termes de contributeurs moyens à cet argent public, j'aimerais avoir un peu plus de vision sur le bien fondé de cet argent, je dirais, dévoyé à ce genre d'action, quoi. Et c'est, à la limite,
C'est aussi ce qui me fait réagir, plus sous mon aspect contributeur moyen à cette affaire-là, quoi. Ici aussi. Allez-y, et ensuite... Allez-y. Présentez-vous. Hein. Oui, bonjour, Alexandre Morin, Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Dans l'analyse de la réponse des agriculteurs à ces MAE, est-ce qu'en fait vous cherchez à savoir s'ils étaient déjà intéressés par modifier leurs pratiques et si simplement ils accrochaient ou pas à la MAE qui leur est proposée, ou bien est-ce que c'est plus profond et en fait ce que vous analysez c'est la réceptivité, si j'ose dire, au changement, et la MAE c'est juste une expression d'une volonté de changer ou pas? Est-ce que c'est pas forcément peut-être les mêmes raisonnements sociaux derrière? Alors, je ne suis pas sûr de complètement comprendre la question, mais on a abordé, disons, ces questions un peu similaires à différents niveaux. Dans la partie évaluation, par exemple, l'idée, c'était justement de voir si... de différencier les changements qui étaient des changements auto-induits, ou induits par le reste du contexte, et les changements qui sont provoqués directement par l'adoption d'une mesure agro-environnementale. Donc ça, c'est toute la partie évaluation des effets propres, c'est exactement ça qu'on essaye de mettre en évidence. Après, si je peut-être j'ai mal compris, on s'est concentré quand même un peu sur le rôle entre facteurs comportementaux et incitation économique, parce que effectivement le changement de pratique c'est quelque chose qui est coûteux. Tout le reste de la littérature traite de changement de comportement des consommateurs, et donc là on essaye de coupler les deux, mais on pourrait imaginer analyser les choses de façon séparée. Je suis pas sûr d'avoir bien répondu non plus. Enfin, bon, bref. Merci. On en reparlera peut-être. Christian Voxthaler, INRA de Colmar. Alors, je me posais une question sur, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais la valeur sociale, l'image qu'a l'agriculteur de son métier dans les MAE. Finalement, on compense des pertes de rendement alors que son premier objectif, c'est de produire. Donc, à l'image un peu... donc, ça manque de valeur, ça valorise pas bien ce qu'il fait. Il y a un exemple intéressant, c'est le concours Prairie Fleurie, où là, on a essayé de recréer une valeur sociale autour de l'action de l'agriculteur dans le cas de MAE ou d'action en faveur de l'environnement. Alors, ouais, nous, on n'a pas trop travaillé sur ces questions, mais il y a des gens, plus en sociaux, qui ont analysé la question de l'identité, vraiment l'identité de l'agriculteur, qui passe de producteur à entreteneur du paysage, ce genre de choses-là, et certaines personnes se réfèrent à ces différentes identités. Ça peut avoir des effets forts sur l'adoption ou la non-adoption, mais ça, je peux vous donner des travaux qui ont été faits là-dessus. Et effectivement, il y a d'autres travaux qui existent, mais pas trop en agriculture, sur le fait que payer des gens, ça peut avoir ce qu'on appelle des effets d'éviction, c'est-à-dire les gens peuvent avoir des convictions personnelles qui font qu'ils vont adopter certains types de pratiques, parce qu'ils pensent que c'est bon pour eux et pour la société, mais à partir du moment où on les paye, finalement, il faut toujours les payer après pour le faire, parce qu'ils considèrent que c'est un dû. Donc ça peut avoir effectivement des effets pervers, mais en agriculture, à ma connaissance, ça n'a pas forcément été... Merci beaucoup. On va passer au programme. Je vous invite à vous asseoir ici parce que des questions peuvent revenir. J'ajoute qu'il y a 30 ans, on parlait d'entretien du paysage. C'était mal vu. Hein. Je vais demander à Claire Lamine, qui va nous présenter le projet Prunus, réalité et perspective de l'écologisation de l'arboriculture fruitière pour une approche intégrant conception variétale, redéfinition des pratiques culturales et coordination au sein du système agri-alimentaire à partir du cas des vergers d'abricotiers et pêchers. C'est précis, hein? Ouais, voilà. Bon, vous êtes sociologue à l'INRA, éco-développement à Avignon. Je vous laisse vos 10 minutes. Je vous remercie. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, je vais faire cette présentation donc, au nom de l'équipe, sachant que je suis sociologue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne serai pas forcément au top pour répondre à des questions sur le volet plus agro, plus génétique. Et je voulais préciser aussi que le projet a été mené en partenariat avec un ensemble de partenaires. Il y a une erreur d'ailleurs sur le livret, qui était les chambres d'agriculture des 2 départements concernés, Drôme-Ardèche, l'Afredon, et puis une association de producteurs régionale. Alors, je vais dans l'autre sens.
Voilà. Donc le contexte dans lequel s'inscrivait ce projet, donc qui a démarré en 2013, bon, c'est un contexte de crise fruitière que tout le monde connaît, de très forte réduction des surfaces empêchées sur les 2 espèces qu'on étudie, qui a perdu les 3/4 de ses surfaces dans les 20 dernières années, alors que l'abricotier, en revanche, se maintenait. On est sur un secteur qui représente la moitié environ du verger français. Et du coup, les questions qu'on se posait, c'était quelle viabilité économique, donc en lien avec ce transfert d'espèces, et puis est-ce qu'on risque d'arriver un peu au même mur avec l'abricotier à la fois économique, aussi environnemental qu'avec la pêche, et quel impact de cette évolution sur la gestion phyto, et éventuellement est-ce que cette évolution est aussi, peut s'accompagner d'un mouvement de transition vers la réduction des pesticides. Les objectifs donc, qu'on se donnait, c'était de travailler sur l'identification à la fois des effets de blocage, de verrouillage, mais surtout des leviers de transition vers cette réduction des pesticides, en mettant en œuvre, donc ça c'était vraiment le point clé du projet, une approche intégrée où on travaille de concert sur le choix variétal, l'agencement du verger, et les conduites de culture, donc le côté plutôt agro, et puis les évolutions de ce qu'on appelait, disons dans le projet, le système socio-technique, c'est-à-dire à la fois les agriculteurs et les divers opérateurs des filières d'aval, mais aussi les politiques publiques, la recherche et le conseil. Et donc c'est un projet interdisciplinaire avec de la sociologie, de l'économie, de l'agronomie et de la génétique. Donc le terrain, je l'ai dit, c'est Drôme et Ardèche, donc un bassin majeur, en tout cas sur les abricots de production. Les échelles de travail, selon les volets, vous allez le voir, vont de la parcelle exploitation à cette échelle du système socio-technique. Et donc les méthodes, c'est classiquement tout un volet d'enquête auprès des acteurs de ce système, un volet d'enquête conduite de concert par agronomes et sociologues auprès d'arboriculteurs, et puis, un peu plus original peut-être, une démarche de co-construction des questions du projet et aussi, vous allez le voir, des innovations au sens, avec un travail sur des idéotypes avec les acteurs. Donc on a eu avec ces partenaires dont je parlais, 5-6 acteurs, un groupe de réflexion qui a accompagné le projet tout du long, puis qui s'est ensuite élargi dans ces séminaires. Donc le premier volet, c'était, et la première étape de notre projet, outre de retracer l'évolution du verger de manière plus objective et plus en détail, c'était de construire avec ces acteurs une analyse socio-historique, c'est-à-dire une analyse de comment les différents maillons, on peut dire, de ce système socio-technique, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, avaient pu évoluer et s'influencer, quelles interdépendances on peut identifier entre ces différents maillons. Donc on a regardé l'évolution des stratégies des exploitations, avec des phénomènes à la fois d'agrandissement, mais surtout de délocalisation au fil du temps de ces exploitations, en gros d'abord vers la vallée du Rhône, en lien avec des travaux d'aménagement et puis de l'agrandissement des exploitations, puis vers le sud en lien avec des recherches de précocité évidemment, les recompositions en termes de mise en marché, distribution, etc., avec un changement très net au fil du temps des modes de mise en marché, distribution et du coup des critères qui sont attendus par rapport aux produits et qui s'imposent à tous les acteurs, l'évolution des politiques publiques. Et donc, notre question qui est un peu au cœur de cette analyse socio-historique, c'était quel impact ça a eu sur l'innovation variétale et est-ce que cette analyse, est-ce que cette approche peut permettre de comprendre ce qu'on peut qualifier de course à l'innovation variétale qui est particulièrement marquée sur la pêche et sur l'abricot dans une moindre mesure, mais également. Donc on peut effectivement, on a étudié l'évolution de ces programmes d'innovation variétale et on peut effectivement identifier des phases parallèles à l'ensemble de l'évolution où on va vers l'idée de répondre à ce besoin d'allongement du calendrier qui est tiré par l'aval, à ces critères qui sont aussi tirés par l'aval d'aptitude au transport, de fermeté, etc., plutôt que des critères plus environnementaux.
Bon, je vais vite. Une autre manière de le présenter, en fait, c'est un peu... Enfin, vous avez déjà vu ce genre de choses sous une analyse plutôt des effets de verrouillage, mais c'est bien l'analyse chronologique, rétrospective que je viens de présenter qui permet de montrer ça, donc qui montre que le système d'innovation est devenu de plus en plus focalisé sur le produit du fait d'un ensemble d'interdépendances entre ces différents maillons, donc exploitation, aval, avec cette question des critères de qualité, mais pas seulement, c'est toute une restructuration aussi du conseil, c'est une évolution aussi des politiques publiques, en particulier d'organisation du marché. Et puis, important, une recomposition du secteur de l'édition, avec en particulier justement l'apparition du métier d'éditeur aux côtés du métier de pépiniériste, et même dans la production des plants fruitiers, de nouvelles segmentations ou séparations, entre guillemets, ou divisions des tâches entre l'assemblage, l'élevage des plants. Voilà, donc tout ce côté recomposition de ce secteur qui a joué aussi fortement. Évidemment, c'est pas complètement monobloc et il y a des interpellations face à cette évolution globale. Il y a les crises sanitaires, donc en particulier dans ce secteur, la Charca par exemple. Il y a des politiques publiques. Il y a eu aussi des voies qu'on peut qualifier d'alternatives, comme des tentatives de qualification territoriale de ces fruits, mais qui ont plutôt échoué d'ailleurs dans cette région. Des choses qui ont peut-être mieux marché à certaines échelles, comme le développement de circuits courts. Et on constate dans la chronologie que j'ai montrée, on peut caractériser la dernière phase par une diversification des modèles, justement, après toute une phase d'agrandissement très net. Voilà. Ensuite, le deuxième volet, donc proprement, qui concernait vraiment les stratégies de protection, donc fondées sur une enquête auprès d'une trentaine d'arboriculteurs, alors qu'on a évidemment raisonné par rapport à la diversité des zones, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les conseillers de toutes les zones et nos partenaires du projet pour caractériser les différentes zones, déjà définir leur périmètre et caractériser les différentes zones de production qui peuvent être très contrastées. Juste pour prendre un exemple, la zone de Valence, par exemple, où on a une forte urbanisation, une très forte diminution de la pêche. On avait assez peu de ventes directes traditionnellement, des très grosses exploitations. Si on contraste, là j'ai pris le cas des baronnies dans le sud de la Drôme, où là on est plutôt sur de l'abricot, sur des exploitations diversifiées, plus d'installations de jeunes, même si ça reste modeste. Bon. Donc on a évidemment construit l'enquête en fonction de ces différences et de ces contextes différents. Alors ce que l'enquête montre, bon, je dois aller assez vite, mais c'est que donc on a étudié les différents leviers. Donc génétique, conduite culturelle, prophylaxie, méthode de substitution, outils d'aide à la décision, en lien évidemment avec le nombre de traitements. Et ce que ça montre, c'est qu'on a des stratégies de protection qui sont finalement très variées, avec des différences très importantes d'adoption des différents leviers. Avec, par exemple, si on prend les méthodes alternatives, certaines méthodes, comme le désherbage mécanique à gauche ou la glu, c'est le troisième, je crois, qui sont utilisées par plus de 40% des agriculteurs enquêtés, alors que d'autres ne vont l'être que par quelques agriculteurs. Pour des raisons qui peuvent être assez diverses. Bon, ça peut être lié tout simplement à l'antériorité de l'homologation des produits alternatifs, mais ça peut être aussi lié à des questions d'information, à certains bioagresseurs pour lesquels en fait ils utilisent un traitement entre guillemets multi-cible, à des questions de configuration du verger, pente ou autre, ou d'organisation du travail. On en a parlé un peu ce matin, ça c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, en particulier sur les grandes exploitations, en termes de planification. Autre résultat, c'est que là vous avez, bon, c'est sur tout ce que je dis là, c'est sur l'abricot. Là, c'est sur la variété Bergeron. On a le rendement par rapport à l'IFT. Ce qu'on voit, c'est que ça s'étale. Bon, c'est un petit échantillon, et que donc on a des niveaux de rendement. On peut avoir des niveaux de rendement élevés avec des IFT faibles, enfin l'inverse aussi, mais qu'en tout cas, ça montre qu'il y a des marges de manœuvre et des marges d'évolution. Et puis, on a travaillé sur l'influence éventuelle du type de conseil et du type de débouché, du type de circuit de commercialisation. Et là, très vite aussi, ce qu'on constate, c'est que
on a une utilisation moindre de pesticides, bon, encore une fois sur notre échantillon, dans les exploitations qui ont un conseil indépendant par rapport à celles qui ont un conseil issu des structures d'approvisionnement, et puis qu'en circuit court, on a aussi une utilisation moindre, qui n'est pas forcément liée à une adoption plus grande de méthodes alternatives, mais plutôt à une tolérance plus élevée aux défauts visuels et aussi à des temps de conservation plus courts. Voilà. Troisième volet du projet, c'était donc le volet un peu plus prospectif, où il s'agissait de travailler donc au travers de séminaires rassemblant une vingtaine d'acteurs qui incarnent, disons, les maillons du système d'innovation variétale. Donc notre groupe permanent, disons, mais élargi à d'autres acteurs, des pépiniéristes, des évaluateurs, des partenaires de l'agriculture biologique, des gens du CTIFL, etc. Et donc de travailler d'abord sur un espèce de diagnostic, de lecture partagée du système d'innovation et aussi d'évaluation actuel. Donc il y a une enquête à la base de ça auprès de tout un ensemble de pépiniéristes. Et puis surtout de mettre ces gens-là autour de la table pour discuter de l'évolution possible de l'amélioration variétale et de travailler sur la construction d'idéotypes. Donc, bon, c'est peut-être pas très lisible, mais on a eu un cycle de séminaires où on a d'abord travaillé sur ce diagnostic un peu partagé, sur les questions de temporalité, évidemment, de l'évaluation variétale en fruitier, sur l'identification large des critères et ensuite leur hiérarchisation à partir de scénarios. Et puis, dans un dernier temps, sur l'évolution possible du dispositif d'évaluation. Voilà, alors par exemple, là, c'est juste un résultat de ça, mais on a travaillé sur deux scénarios. Un scénario plutôt orienté, en gros, production à destination de circuits courts, et puis un scénario plutôt production à destination du grand export. Et on voyait que finalement, même si on avait des profils en termes d'importance des caractères, hein, là, c'est ça qui apparaît, qui pouvaient être un petit peu différents, on a quand même une certaine convergence autour des points importants, en partie, et ce qui était aussi mis en avant par l'ensemble des acteurs, c'était des enjeux de résistance et de faible sensibilité à une diversité de bioagresseurs, et pas seulement du monocaractère, mais aussi ces enjeux de changement climatique à prendre en prospectif, ce dont on a parlé aussi tout à l'heure. Très bien. Donc en conclusion, il y a 3 points un peu sur lesquels je pense qu'il y a des perspectives de transfert, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas de poursuite de travail. Le premier point, c'est qu'il y a c'est sur les leviers pour la réduction des pesticides. On a donc cette variété de pratiques. Ce que j'ai pas montré aussi, c'est qu'on a suivi un groupe défi et on a comparé les IFT de ce groupe et l'adoption de méthodes alternatives avec l'ensemble de notre enquête. Donc on a un vrai potentiel de réduction de l'utilisation des pesticides. Et que les références et des références qui soient situées, contextualisées et situées, et les dynamiques d'échange sont deux aspects importants pour aller vers ces dynamiques de réduction. Sur le système d'innovation variétale, donc cette question d'intégrer le changement climatique et la sensibilité aux divers bioagresseurs, approche multicaractère. Sur l'évolution du dispositif d'évaluation variétale, on a fait un certain nombre de recommandations avec l'idée de favoriser des réseaux d'observation multilocales et pluriannuels, et évidemment d'évaluation sous faible niveau d'intrants, puis d'aller vers de la VATE sur ces espèces aussi. Bon, ça commence à être discuté. Et puis sur la coordination des acteurs, je finirai là-dessus, de mettre en discussion, on a montré l'intérêt de mettre en discussion les contraintes et les critères des différents maillons du système. Bon, on poursuit dans un projet sur la caractérisation des ressources génétiques. Et il y a quelques questions qui restent en suspens à mon sens. Bon, il y a des questions adressées à la recherche agronomique classique sur l'efficacité des combinaisons, classiques qui restent importantes, hein, de leviers. Il y a ces questions sur la sélection variétale, sur donc les dynamiques collectives, je l'ai dit, mais des questions que nous n'avons qu'à peine abordées, qui à mon sens, qui ressortent vraiment de nos enquêtes, c'est toutes les questions liées à l'impact
l'impact des cahiers des charges, qui sont fortement soulevés par les acteurs et qui effectivement s'avéraient importantes, qu'on n'a pas, enfin voilà, on les a mentionnés, ça demanderait un gros travail. Donc toute cette question de l'acceptation des défauts, des modes de régulation, enfin est-ce qu'il y a une possibilité de régulation de ça, de l'analyse aussi de cet impact des cahiers des charges, et une autre question qui relève aussi plus des sciences sociales, je pense, sur les modes de coordination, il y a sûrement un travail à faire de comparaison entre filières, voire même entre pays, sur cette exploration un peu des modes de coordination qui permettent ce type de mobilisation multi-acteurs. Voilà. Merci beaucoup. Là, il nous reste que 2 minutes, du coup, mais c'est pas mal. On est toujours sur cette question de mobilisation des acteurs, malgré tout. Vous en parlez. Vous parliez de mode de commercialisation, les réseaux de conseils, d'information, d'échange, de séminaires. Peut-être, on est dans une question qui circule depuis un moment. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, dans votre expérience, de faire un séminaire avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, mais qui avaient à peu près le même, une approche similaire? Est-ce que vous avez observé qu'il y avait d'autres domaines qui pouvaient avoir une approche similaire et essayer de vous connecter avec d'autres réseaux d'innovation dans d'autres domaines? Non. Non, pas forcément. Par contre, c'est un sujet peut-être sur lequel on reviendra dans les débats, mais sur l'implication des consommateurs et des citoyens dans le projet européen Endure qui a été évoqué ce matin, je crois. On avait organisé des groupes de discussion avec des citoyens, donc des habitants de la région et des producteurs, avec l'idée de mettre en discussion, en gros, donc c'était sur la pomme, avec des pommes sur la table. C'était pas de l'économie expérimentale, c'était plutôt de la discussion, avec l'idée de mettre en discussion le lien entre l'aspect d'un fruit, sa qualité, gustative, son mode de production, mais aussi l'agriculture régionale, le type d'évolution d'agriculture qu'on voyait sur le territoire. Et ça, voilà, je pense que c'est des démarches qui sont... voilà, ça répond pas à votre question parce que ça restait sur les questions agricoles et alimentaires et moi je travaille quand même là-dessus. Mais bon. Qui souhaite intervenir autour de ce, pas uniquement le sujet, ce type d'approche, pardon. Voilà. Oui. Pierre-Guy, j'ai commencé l'autre fois. Pierre-Guy, je dis que j'avais été grand-père. J'ai des petits-enfants. Ma femme a 5 enfants et j'ai 9 petits-enfants. Les fruits, ça... une bonne partie de mes petits-enfants ne savent plus ce que c'est que les fruits. Et puis les parents disent, si tu manges un fruit, il faut l'éplucher, il faut le laver. C'est juste un constat. D'autre part, il est extrêmement difficile d'acheter un bon fruit et de le manger au bon moment. Et je pense que c'est pas... les péchés, s'ils ont diminué, c'est quand même beaucoup la charca, ça fait honneur de ma part. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème, au moins pour 2 générations après moi, de relation aux fruits. Le jus de fruits, ça va, un certain nombre de choses, ça va, mais le fruit frais, à part encore des fois celui du grand-père quand c'est dans son jardin, mais ça passe pas bien. Hein. Bon, il va falloir qu'on fasse un focus group juste pour vos petits-enfants, alors. Non, mais la deuxième question, c'est quand j'achète un fruit, comment je le choisis? Est-ce qu'il faut le mettre au frigo? Est-ce qu'il ne faut pas le mettre au frigo? Quand est-ce qu'il faut le manger? C'est une vraie galère. Est-ce que je suis obligé de le manger? Je pense que vous posez une question très juste sur l'articulation entre toutes les questions qu'on se pose et celle de l'évolution des pratiques alimentaires. Et derrière l'évolution des pratiques alimentaires, il y a l'évolution des normes, il y a l'évolution effectivement de la qualité, la déception gustative dont vous parlez sur les fruits. Effectivement, on a, dans l'analyse socio-historique que je montrais, on a bien montré le changement entre le système de commercialisation des fruits jusqu'aux années 80, 70-80, qui était finalement assez rapide. C'est-à-dire, à l'époque, on avait une pêche de la vallée de l'Arieux le lendemain à Paris.
Paris ou à Lyon, alors qu'aujourd'hui, on va avoir un truc qui a 15 jours de frigo, etc. Bon, c'est vrai pour la plupart des fruits. Voilà, ça encourage... Bon, après, sur la... J'ai pas expliqué en détail toute l'évolution économique. Enfin, l'impact de la charca est très différencié selon les secteurs. On estime que dans cette zone-là, c'est selon les études, elle explique entre un quart et la moitié de la perte de verger sur ce secteur où elle a vraiment beaucoup touché, effectivement. Mais ça a été aussi toute une évolution plus large. C'est l'entrée de l'Espagne dans le marché commun qui a reconfiguré complètement les choses au tournant des années 90. Enfin, l'impact a été au début des années 90, disons, même c'est 85. Mais voilà. Mais oui, c'est une évolution. Enfin, c'est un problème qu'il faut prendre de manière effectivement très systémique. Il y a des politiques publiques qui vont quand même dans ce sens de travailler sur le côté pratique alimentaire, nutrition, etc. Il y a des changements aussi, je pense, dans les comportements. Il y a surtout une très grande variabilité sociale des comportements. Très bien. Je vais ajouter quelque chose, puisque la question suggère là vraiment quelque chose de très important. C'est l'anthropologie de la consommation. Je sais qu'il y a Dominique Desjeux qui est là aujourd'hui. Quand on a interdit les Mars à l'école, au lycée, vous savez, on a mis des pommes à la place des fruits. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne mange pas les pommes. Par contre, les magasins de Mars à la sortie des lycées a augmenté son chiffre d'affaires génial. Donc je le dis parce que les politiques sur la nutrition, et nous on a beaucoup travaillé là-dessus, on a même alerté l'INSERM d'ailleurs, et aussi à la DGL, il y a un comité de débat sur le fait que plus on l'interdit aux jeunes, plus on les assomme, plus ils transgressent. On a été foutus comme ça, tous. Plus on transgresse, c'est-à-dire que moins on y va. Je crois qu'il y a quelque chose là qui doit être absolument revisité dans la manière... C'est pratique de dire, tiens, on va mettre des pommes comme ça règle le problème. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et il y a une déferlante d'interdits sur les jeunes. Je pense à l'augmentation de la consommation d'alcool par rapport à d'autres générations, extraordinaire, alors que ma génération nous interdisait rien. Je vous rappelle qu'en 56, c'est la première fois qu'on a interdit l'alcool dans le primaire, c'est en 1956. On a changé d'époque. Et c'est en 66 qu'on l'a... Alors dans le lycée beaucoup plus tard, des années 70, mais il y avait une forme de mise en culture de l'alcool, si je puis dire, qui permettait à chacun de réguler. Aujourd'hui, l'interdit égale transgression. Il faudrait amener des psychiatres et des sociologues de la question ici pour démontrer qu'on se plante là-dessus. Voilà, je le dis, je participe du débat. On va passer à Philippe Prévost, qui justement travaille sur l'éducation, qui va nous présenter donc Philippe Prévost, qui est chercheur associé au LIRDEF de l'Université de Montpellier, qui est membre d'Agrignum, je ne sais pas comment on dit, responsable à Agrignum. Non, je suis chargé des coopérations numériques à Agrignum. Chargé des coopérations, voilà, c'est mieux dit. Et qui va nous présenter donc le projet Didac Phyto, vers un enseignement de savoir agronomique de référence opératoire pour des pratiques agricoles compatibles avec le plan éco-phyto. Oui, donc en fait, on est deux, Jean-François. Ah zut, je n'étais pas sûr que vous étiez là. On a fait le choix de travailler en coopération jusqu'au bout. Bravo, Jean-François Métral, ingénieur de recherche à AgroSub Dijon. Allez-y. Voilà. Bien, donc merci, merci aux porteurs du programme Pesticide de nous d'avoir accepté notre projet, qui est un peu original, mais qui a au moins l'avantage de représenter la valence formation dans l'ensemble du dispositif éco-phyto et pesticides. Et donc, du coup, il y a le continuum RFD qu'on demande toujours, et depuis hier en tout cas, on en parle beaucoup. Donc ce projet a été porté par des chercheurs de 3 établissements d'enseignement supérieur agronomique, AgroSub Dijon, qui était le porteur principal, Montpellier Supagro, et l'école de formation de l'enseignement agricole, l'ENSFEA de Toulouse. Donc Didac Phyto, on n'a pas été très original, donc c'est la contraction de didactique et du plan éco-phyto. Donc vous voyez qu'effectivement, on s'est intéressé à la question de la formation. Donc concernant l'enseignement agricole, on en a parlé un peu ce matin, donc effectivement l'enseignement agricole est fortement mobilisé sur la question de
la réduction des produits phytosanitaires, puisque dès le début, il y avait un fort engagement dans le plan éco-phyto, puis maintenant dans le plan national enseigner à produire autrement. Et donc nous, on a voulu regarder du côté, donc la didactique, c'est l'approche du côté des savoirs, et donc on a voulu travailler sur les obstacles et les leviers à la transmission des savoirs agronomiques en lien avec l'objectif de réduction des produits phytosanitaires. Et donc, nous avons constitué une équipe qui avait effectivement un regard différent sur la question des savoirs et des contenus d'enseignement et des méthodes d'enseignement. Et c'est pour ça qu'on a construit ce projet ensemble, sachant qu'on avait un objectif de finalisation, puisque en didactique, c'est un peu comme l'agronomie, je suis aussi ingénieur agronome au départ, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir avoir des sorties opérationnelles. Alors nous, c'est plutôt pour les enseignants et les formateurs. Et donc, notre approche a été de pouvoir travailler sur l'évolution des contenus d'enseignement, des méthodes de formation, en lien avec le besoin d'acquisition d'une compétence des agriculteurs, enfin des futurs agriculteurs, parce qu'on a travaillé plutôt sur la formation initiale, des futurs agriculteurs pour réduire leurs pratiques phytosanitaires. Et donc on a eu une première entrée, c'est sur les savoirs, puisque vous savez que l'agriculteur, il travaille avec des savoirs qui sont d'origine scientifique, mais il y a une diversité de savoirs d'action, et donc en particulier les savoirs d'expérience, mais au-delà des savoirs d'expérience, il y a aussi des valeurs, des croyances, des choix éthiques dont on ne parle jamais en sciences, mais qui pourtant dans l'action sont très importants. Et du coup, en formation, c'est des choses dont il faut savoir parler. Et du coup, ça nous a amené à travailler sur un certain nombre de questions, des questions qui portaient sur la possibilité, sur la façon d'analyser les situations professionnelles et la diversité des situations professionnelles pour les intégrer en formation, sur la question de l'apprentissage de la complexité. Les raisonnements agronomiques et agroécologiques sont complexes, et comment entrer dans cette complexité, comment faire entrer les apprenants dans cette complexité. La question de la progressivité des apprentissages tout au long de 2 ans de formation pour les baccalauréats professionnels ou les BTS, eh bien, comment organiser ou réorganiser ces situations d'apprentissage par rapport à l'objectif de cette approche systémique, et puis la question aussi de l'outillage des enseignants. Et donc, évidemment, cette approche étant très large, on a fait ce choix d'avoir une approche large, systémique, pour pouvoir voir l'ensemble des acteurs qui contribuent à la formation agricole. Et donc, du coup, en termes de méthode, on a surtout été dans des méthodes d'observation de cas, ou d'essais techniques, mais sans être dans une approche expérimentale, puisqu'on avait 6 tâches de recherche, et nous avons quand même fait le choix de faire un focus sur une pratique agricole, qui est la gestion des adventices en culture de blé, puisque c'est la tâche qui nous paraissait la plus intéressante pour à la fois travailler sur les savoirs et la question du processus d'enseignement et d'apprentissage. Donc les résultats sont présentés par Jean-François. Donc, les résultats que nous avons obtenus, on peut grosso modo les rassembler en 3 points différents. Le premier de ces points, il concerne les savoirs de référence pour l'enseignement et leurs évolutions. Ce dont on s'est rendu compte, et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est l'impact sociétal sur les savoirs qui sont référencés pour l'enseignement, et notamment un des éléments sur lequel on s'est appuyé, c'est l'analyse des controverses et de l'évolution des controverses sur l'usage des pesticides en agriculture, et qui permet de se rendre compte à la fois des acteurs en présence, des arguments utilisés par ces acteurs et de leurs évolutions. Et ça constitue un certain nombre de repères intéressants pour les enseignants, puisque pour eux, un certain nombre de ces controverses peuvent s'inviter dans leurs enseignements via les enfants d'agriculteurs, par exemple. Et donc, ils peuvent en contrepoint utiliser ces controverses pour les analyser ou pour lancer des débats avec ces élèves de manière à les amener à argumenter. Un deuxième point qu'on a essayé de mettre en évidence, c'est comment avaient évolué finalement ces savoirs de référence pour l'enseignement de l'agronomie. Et
en analysant l'évolution des référentiels, des programmes de formation, on dirait, on s'est aperçu qu'il y avait une évolution qui était poussée par deux biais. D'abord, une évolution externe, poussée par la nécessité de rendre les savoirs enseignés, entre guillemets, actionnables dans les situations professionnelles, ce qui a fait que l'enseignement est passé d'une description des processus agronomiques à un enseignement par la mise en activité des élèves, de manière à les amener à mobiliser les savoirs que l'on souhaitait leur voir acquérir. Et puis on a vu aussi une évolution plus interne de la discipline, au sens où on s'est intéressé à la manière dont les savoirs agronomiques produits par la science étaient intégrés dans les référentiels, et on s'est rendu compte en fait qu'une des difficultés pour l'intégration de ces savoirs qui sont bien intégrés dans l'enseignement supérieur, mais une des difficultés dans l'enseignement technique, c'est la fréquence de révision des référentiels qui est assez longue et qui ne permet pas une intégration rapide des nouveaux savoirs produits à une grande fréquence actuellement. Enfin, le troisième élément sur ces savoirs, ce qu'on a pu travailler et mettre en évidence, c'est le fait, et Philippe y faisait allusion en entrée, que vraiment prendre la situation professionnelle et l'activité professionnelle des agriculteurs comme référence, c'est un élément important, puisque comme il l'a dit, non seulement il mobilise un certain nombre de savoirs technico-scientifiques, mais il mobilise tout un tas d'autres savoirs professionnels, mais aussi savoirs d'expérience, croyances ou valeurs, et on ne peut plus faire comme si cela n'existait pas, notamment pour donner à comprendre aux élèves pourquoi tel agriculteur raisonne de telle manière ou comment il raisonne plus exactement. Ça nous a amené à faire un certain nombre de préconisations et notamment à envisager la manière dont on pourrait organiser une capitalisation des savoirs produits notamment par la science, des savoirs nécessaires pour des activités agricoles économes en pesticides. Donc on fait un certain nombre de propositions dans ce sens-là, et puis aussi un certain nombre de propositions pour organiser un réseau qui réfléchirait sur l'enseignement et l'apprentissage de ces savoirs et sur les situations qui permettent les apprentissages de ces savoirs, notamment par une mise en réseau éventuellement d'enseignants, chercheurs en sciences de l'éducation, éventuellement en agronomie, et d'enseignants du technique et d'inspecteurs de l'enseignement agricole. Sur le deuxième point, concernant enseigner et apprendre, on s'est rendu compte que enseigner les pratiques agricoles économes en pesticides était considéré comme un enseignement à risque par les enseignants, puisqu'ils doivent faire face aux fameuses controverses qu'on a mises en évidence avant, et que du coup ça les amène, selon les cas, soit à refroidir entre guillemets leurs enseignements, c'est-à-dire à éviter d'aller vers ces controverses, en se contentant de faire appel par exemple à des agriculteurs qui viennent témoigner sur des astuces qu'ils ont mises en œuvre pour réduire leur utilisation de pesticides. Mais par contre, d'autres enseignants, eux sont amenés à réchauffer leurs enseignements au sens où ils vont plutôt utiliser ces controverses pour obliger les élèves à raisonner, à argumenter et à appréhender toutes les dimensions des controverses autour de l'usage des pesticides. En contrepoint, on a mis en évidence aussi l'importance du choix des situations d'apprentissage pour les élèves, et notamment parce que pour leur permettre d'apprendre les raisonnements complexes nécessaires à des pratiques agricoles économes en pesticides, notre projet a permis de construire une échelle qui montre qu'il y a 11 niveaux, qui permet de caractériser 11 niveaux de raisonnement différents, dont certains sont essentiels si on veut basculer vers des logiques plus systémiques dans une perspective de reconception des systèmes de culture. Eh bien, le choix de ces situations d'apprentissage est essentiel, et il y a un certain nombre d'éléments auxquels il faut faire particulièrement attention. Enfin, ce qu'on a pu constater du côté, cette fois-ci, des élèves, c'est que, contrairement à une croyance assez répandue chez les enseignants, même en bac professionnel, un certain nombre d'élèves sont capables, au bout de leurs années de bac professionnel, d'intégrer un ensemble de leviers alternatifs aux leviers chimiques, voire, pour un certain nombre, d'accéder à une forme de raisonnement systémique sur la gestion des systèmes de culture, un raisonnement systémique dans une logique plutôt de reconception. Cependant, d'une part, même si notre échantillon était faible, dans les formations qui se font par alternance, on a mis en évidence que c'était beaucoup moins facile pour les élèves d'accéder à ce type de raisonnement,
le levier chimique restant central pour la plupart d'entre eux. Et d'autre part, ce qu'on a mis en évidence, c'est aussi qu'en fin de formation, on observait un mouvement de retour, en quelque sorte, du levier chimique dans les raisonnements des élèves, qui reprenait une place importante, et même pour ceux qui avaient une logique un peu de reconception à un moment donné, ils retournaient vers une logique de substitution, et ça, on a pu faire le lien avec les exploitations agricoles qu'ils fréquentent, que ce soit celles qu'ils fréquentent en stage, ou dans l'exploitation familiale, ou d'autres exploitations, et les discours qu'ils y entendent et les pratiques qu'ils y observent. Enfin, le troisième point sur lequel on s'est attardé, ce sont plus particulièrement les situations, les scénarios d'apprentissage et les outillages des enseignants. Ce dont on s'est rendu compte en analysant un petit peu les référentiels d'enseignement et les enseignements produits par les enseignants avec lesquels on a travaillé, c'est que souvent, l'enseignement est centré sur la parcelle, le cycle culturel annuel, l'itinéraire technique culturel, et ça aboutit en fait à une sorte, comme le disait un des enseignants, de mise en tranche du raisonnement que l'on veut faire acquérir aux élèves. Et du même coup, ça devient une sorte d'obstacle pour un apprentissage plus systémique et dans une perspective de gestion des adventistes. Donc ça, on l'a mis en évidence. Ça y est, j'ai un trou. Bon, peu importe. Et donc, on a mis en évidence aussi le fait que parmi la richesse, la variété des outils qui sont à leur disposition pour enseigner, on a testé un certain nombre de ces outils, il y avait un certain nombre de choses auxquelles il fallait prêter attention. D'abord, c'était une certaine progressivité dans ce que les outils apportent en termes de variables à prendre en considération, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le premier outil qu'on donne à vivre aux élèves, ce soit un outil tellement complexe qu'ils ne puissent pas en apprendre quelque chose. Et un autre élément, c'est que ces outils embarquent en eux-mêmes, on pourrait dire, un certain nombre de raisonnements, un certain nombre de calculs qui peuvent gêner les apprentissages en ce qu'ils peuvent empêcher la problématisation par les élèves ou ne pas être cohérents avec les objectifs d'apprentissage voulus. Et donc tout ça nous a amené à un certain nombre de préconisations sur l'évolution de la conception des référentiels, donner des repères pour des parcours, des situations et des ressources de formation, et aussi en termes de formation initiale et continue des enseignants. Je passe assez vite. Juste, très rapidement, ça nous a amené aussi à un certain nombre de productions très opérationnelles pour les enseignants, des situations d'apprentissage, on a parlé de la cartographie de controverse tout à l'heure, on a aussi expérimenté d'autres choses, des situations problèmes, la situation bout de champ où on emmène des élèves avec des professionnels, par exemple des conseillers agricoles en bout de champ, et on leur demande de raisonner sur la parcelle à partir des actions qu'ils pensent qui ont été conduites et des actions qu'eux-mêmes conduiraient à partir de là. On a aussi produit un guide méthodologique pour aider les enseignants dans leur choix d'outils pour faire l'apprentissage de pratiques agricoles économes en pesticides. Donc ce guide méthodologique, il est en ligne sur une plateforme qui l'accompagne, qui est en ligne sur le site Chlorophylle de l'enseignement agricole et qui sera alimenté par le fameux groupe dont je parlais tout à l'heure, d'inspecteurs et d'enseignants du technique et du supérieur. Et puis, ce travail il a aussi abouti à la production d'un ouvrage de référence pour l'enseignement de l'agronomie, construit par un collectif d'enseignants-chercheurs de l'enseignement sup agronomique et de l'enseignement technique. Merci beaucoup. Oui. Juste une petite conclusion, une diapo de conclusion, juste pour dire que ce projet pour nous, il a mis en visibilité un élément très important, c'est la question de l'exigence cognitive du passage à la transition agroécologique. Il y a besoin à la fois d'organiser les savoirs scientifiques, mais aussi en lien avec les savoirs plus d'expérience. Et donc, du coup, en termes de savoir, c'est très important. Et après, en termes de processus d'enseignement-apprentissage aussi, la question de la complexité des raisonnements oblige à avoir du côté des enseignants et des apprenants une exigence cognitive qui est beaucoup plus forte que ce qu'on avait vu ces dernières années. Donc en termes de perspective pour la suite, je pense que, et là j'entends depuis hier, la question de la capitalisation des savoirs, l'exemple de l'ouvrage de référence pour l'enseignement coécrit, a été une expérience très riche qui s'est fait aussi dans le cadre de l'Association française d'agronomie, une expérience très riche de capitalisation tout en produisant des situations de formation de référence pour les enseignants. Mais
c'est pas organisé, cette capitalisation. Et là, je pense qu'ici, on a un dispositif de recherche, formation, développement. Il faut qu'on y fasse attention parce que les enseignants ont besoin d'un appui pour pouvoir aussi participer à la transition agroécologique. Très Merci. bien, je vais donner tout de suite, puisqu'il y a beaucoup de questions qui remontent, la parole à la salle. Si quelqu'un veut intervenir sur l'action, sur les questions posées, qui sont évidemment très importantes. Oui. Oui, Alexandre Morin, Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Une question simple. Tous ces processus que vous décrivez sur la didactique autour de ces savoirs sur la transition, est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes qui s'appliquent dans la formation professionnelle continue et dans les mêmes proportions ? Alors nous, effectivement, on s'est posé la question au début si on allait travailler à la fois en formation initiale et formation continue, mais l'exigence étant quand même... il y avait quand même une demande forte du système d'enseignement, donc on s'est focalisé sur le système de formation initiale en travaillant avec des bacs pro et des BTS. Mais clairement, sur l'organisation des savoirs, oui, bien sûr, c'est le même. Après... Dans la question de dans la formation continue, on a aujourd'hui des publics extrêmement diversifiés avec des niveaux de qualification qui sont relativement élevés. Dans l'installation aujourd'hui, on a une grande diversité. Dans les BPREA, on a une grande diversité de publics. Donc oui, sur l'organisation, sur la question des savoirs dits de référence pour l'enseignement, oui. Après, sur la question du processus d'enseignement-apprentissage, la façon de construire des connaissances et des compétences, là, c'est assez différent puisque on est avec des publics. Quand on est avec des publics de jeunes, c'est pour ça la question des valeurs et des croyances des agriculteurs, comme vous en a parlé Jean-François, il y a vraiment une influence forte, il y a la construction de l'identité en même temps par les jeunes, l'identité professionnelle, et du coup, ça a énormément d'influence. On peut penser que ça peut en avoir moins en formation continue. Mais encore, c'est pas sûr. C'est d'autres représentations et il peut y avoir aussi d'autres. Je pense qu'il faut aussi le travailler parce que on n'est plus dans l'éducation, mais on est dans l'évolution des représentations de toute façon. Oui, puis ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'on a travaillé avec pas mal de maîtres d'apprentissage et de maîtres de stage, et qu'effectivement, on retrouve une grande diversité de leur niveau de raisonnement, à peu près similaire, on pourrait dire, à celle qu'on trouve en fin de bac professionnel chez les élèves. J'exagère un peu, et qu'il y a un certain nombre de verrous, probablement, de freins, d'obstacles à l'apprentissage qui sont peut-être plus ancrés chez un certain nombre de ces agriculteurs du fait de leur pratique longue, du fait de leur insertion dans un certain nombre de réseaux et de manières de penser l'agriculture, qui font que ça va peut-être être moins facile, entre guillemets, parce que c'est déjà pas facile avec des élèves, de provoquer éventuellement des évolutions, et que ça ne dépendra bien entendu pas que de la formation, mais de bien d'autres choses et bien d'autres évolutions, dont celles qu'on a pu voir tout à l'heure sur les normes sociales. Autre intervention. Merci pour la présentation. Donc, déjà hier, on avait mentionné l'importance de la formation pour la transmission de tout ce qu'on fait, parce que c'est par là que ça doit passer. Mais il y avait une question par rapport à la mise en pratique des enseignements. Parce que c'est pas du tout vous avez parlé beaucoup de la relation entre l'enseignant et l'apprenant. Mais pour voir un peu votre avis par rapport au poids relatif que peut avoir la famille, par exemple, tous les contextes culturels d'où il vient, de l'origine de l'apprenant, et aussi les rôles importants que peut jouer le maître de stage, par exemple, qui peut être déterminant aussi pour la mise en œuvre des enseignements qui sont appris dans le lycée ou ailleurs. Bon, peut-être de manière globale, et puis après Jean-François, parce qu'il a vraiment travaillé sur les questions de lien entre maître d'apprentissage, mais de manière globale, on a aussi fait des recommandations sur la question de l'organisation du dispositif de l'enseignement agricole au sein des territoires, parce que il y a une forte influence, c'est-à-dire que
On voit bien la difficulté dans les réseaux, les RMT, etc., la difficulté à faire travailler ensemble les enseignants des lycées agricoles avec les gens du conseil, la recherche, etc. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des choses à changer, je pense, dans le métier d'enseignant, pour qu'ils puissent revenir un peu plus sur le terrain. Ça a été le cas il y a quelques années, mais il s'est un peu éloigné du terrain, en dehors du directeur de l'exploitation. Donc l'exploitation agricole doit jouer un rôle majeur pour pouvoir faire ce lien au sein d'un réseau territorial, mais les enseignants aussi doivent pouvoir aller observer des agriculteurs, construire des situations prototypiques de formation à partir du vrai terrain, parce que c'est le lien depuis toujours, connaissance et compétences qui permettra justement de faire cette transition. Et peut-être sur le... Oui, sur la question du poids des exploitations fréquentées par les élèves, je l'ai un tout petit peu évoqué. En fait, on s'est rendu compte que ça jouait un rôle assez énorme dans ce qui était, entre guillemets, apprenable par les élèves, les exploitations qu'ils fréquentent, ce qu'ils entendent comme discours et ce qu'ils voient comme pratique. Et c'est d'autant plus important que pour un certain nombre d'élèves, le stage qu'ils trouvent ou le maître d'apprentissage qu'ils ont, ils le trouvent par le réseau de connaissances de leur père. Et donc, ils se situent dans des pratiques agricoles souvent assez proches finalement de ce qu'ils ont à la maison. Et quand ils se situent dans des pratiques ou des raisonnements un peu éloignés, parfois finalement c'est pas plus évident pour le jeune qui se retrouve dans ces situations parce qu'il n'a pas les clés pour comprendre les modes de raisonnement. Par exemple, il y avait un élève qui était en stage dans une exploitation d'agriculture biologique alors qu'il ne venait pas de ce type d'exploitation, eh bien, c'était assez difficile pour lui de comprendre ces modes de raisonnement. Et donc, le fait que les tuteurs soient choisis dans le réseau proche de l'exploitation familiale, ou en tout cas le réseau de connaissances. Et puis d'autre part, ça dépend aussi de la manière dont le tuteur ou le maître d'apprentissage s'empare de son rôle, puisqu'un certain nombre de tuteurs jouent plus un rôle de patron, ils vont distribuer les tâches, sans véritablement expliquer comment ils raisonnent leur structure, alors d'autres vont, eux, prendre le temps d'expliquer la manière dont ils interviennent, ce qui déclenche telle ou telle intervention et la manière dont ils raisonnent leur système de culture, voire carrément leur système d'exploitation. Donc tout ça intervient, en fait, mais joue un rôle très important dans ce qu'apprennent finalement les élèves. Merci beaucoup. Je vais passer à l'autre. Mais pour répondre en partie quand même, puisque j'avais assisté en Suède à un exercice sur l'apprentissage concernant des objets qui concernent l'agriculture, et il y avait un cours qui durait un quart d'heure d'un biologiste, ou agronome je crois, et la présence d'un philosophe qui était là. Et au bout d'un quart d'heure, une mise en dispute du savoir enseigné par les élèves, dans un bain de controverse. Eux, ils disaient que la controverse était un bain de culture. Et donc, c'était une organisation de la dispute et une mise à distance de ce qu'avait dit l'agronome par le philosophe aussi. Et donc, une dispute des savoirs entre les deux professeurs. Et ça, c'était quelque chose qui, selon eux, de manière très importante, permettait une acquisition très forte des savoirs. Je vous le dis parce que ça fait partie de ce que vous avez... Ça existe en partie dans certains lycées agricoles, voilà. Mais c'est pas... Le problème, c'est que ce n'est pas formalisé. Il y a souvent un manque de formalisation, ce qui fait qu'il y a des choses qui existent dans des lycées, pas dans d'autres. D'accord. Voilà, c'était juste pour entendre ça, d'ailleurs. Merci beaucoup à vous quatre, parce qu'on est très nombreux, là. Je vais appeler Marc Barbier. Je vais appeler Marc Barbier, qui est là. On n'a pas eu la chance de savoir au téléphone. Je vais vous laisser présenter bien sûr ce projet qui s'appelle Pestimut, pardon, parce qu'il y a gène derrière. Intermédiation et transition, processus de généralisation et d'institutionnalisation d'expériences locales de réduction de pesticides. Allez-y. Eh bien, merci. Merci évidemment aux organisateurs de nous avoir permis de travailler avec ce projet. Donc, je remplace et accompagne Marianne Cerf, qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle est en colloque à Bordeaux. Et donc, j'ai l'honneur, l'avantage de présenter les résultats de ce projet. Donc, gène, ça signifiait pas... Ça n'avait rien à voir avec la génétique. C'était un acronyme pour désigner la généralisation. Puisque nous nous situons, quand nous avons déposé ce projet,
dans un moment où la réduction des usages s'inscrivait à la suite d'une histoire déjà assez longue des pesticides qui commence, on peut les dater, de ce tournant qu'a pu convoquer la crise de la vache folle, un certain nombre de remises en question de solutions biotechnologiques dans les années 80-90, et qui aboutit quand même à, et ça a été étudié par un grand nombre de sociologues, à une remise en question de la façon dont les consommateurs approchent l'agriculture à travers des comportements d'achat, mais aussi de plus en plus à travers des façons de concevoir l'animal, les façons de faire, l'environnement, etc. Donc voilà, on se situe du coup déjà dans une histoire assez longue qui du point de vue on va dire de la recherche commence avec les scopesticides en 2005, et j'ai ici retracé quelques éléments principaux pour voir jusqu'où on peut aller avec du coup la question de l'adoption, le principe d'adoption du paquet pesticide, qui vient, je dirais, apporter comme une obligation de faire à ce que le Grenelle de l'environnement a pu déjà positionner dans les années 2007 en termes d'espace politique dans un registre non parlementaire, puisque les lois Grenelle 1 et 2 suivent le Grenelle, mais elles n'en sont pour autant pas l'application. Donc il y a quelque chose d'assez important avec le Grenelle, et on sait que du coup la question des pesticides y a été travaillée. Donc la suite s'est inscrite du coup assez, je dirais, automatiquement, et c'est pas forcément assez souligné, que le programme Ecophyto s'inscrit dans les obligations qui sont faites à un État membre d'appliquer donc la stratégie de réduction des pesticides. Donc il y a un certain nombre d'événements aussi assez importants qui ont présidé à la mise en politique de cette directive et qui sont liés à des controverses publiques qui sont encore pendantes pour certains, concernant notamment le glyphosate, la création de phytovictimes. Donc il y a aussi un grand nombre d'acteurs environnementaux qui se sont mobilisés, y compris dans l'accompagnement de défis, puisque la FNE faisait partie de la commission comité d'évaluation itinérée de défis. Donc il y a des choses qui se sont quand même tramées autour de l'accompagnement politique, on va dire, notamment de défis, mais aussi plus généralement d'Ecophyto. Alors c'est dans cette perspective finalement qu'on arrive en 2012 avec cet appel d'offres et dans laquelle on s'est situé. Et je dirais que à ce moment-là, la question d'institutionnalisation d'une réduction des usages des pesticides était plutôt quelque chose d'anticipé comme allant pouvoir se faire dans un terme assez court, ou en tout cas m'être mis en place. Je crois que le rapport Potier nous a bien expliqué, et sans faire d'humour ici, quelles pouvaient être les limites à la façon dont on pouvait songer à rapidement avoir des résultats avec cette politique. Et donc on est aujourd'hui, on le sait, face à des questions qui touchent à nouveau à des controverses fortes sur le glyphosate et les néocotinoïdes. Donc le sujet n'est pas terminé, et donc il n'est pas encore temps d'écrire l'histoire, mais on peut commencer déjà à situer les travaux qui sortent de cet appel d'offres dans cette chronique. Alors là, au niveau de la question des réductions, il est bon de rappeler un certain nombre d'éléments qui sont pour nous importants, c'est-à-dire que cette réduction des pesticides, enfin de l'usage des pesticides, un petit peu long, s'inscrit pour nous dans une tension qu'en sociologie on appelle, après Giddens, la dialectique de l'agence et de la structure, c'est-à-dire, pour faire très vite, la façon dont les pratiques des agents ou des acteurs ne sont pas surdéterminées par leur appartenance à une classe ou à une organisation, mais procèdent aussi, on va dire, de logique propre, d'exploration, de controverses, et j'en passe. Donc ça, c'était pour nous quelque chose d'important, mais aussi, on le sait, pour autant, ces pratiques sont cadrées assez fortement par des configurations d'action, des métiers, etc. Et donc, c'est cette dialectique qui nous paraît intéressant qui nous est apparu intéressant de regarder avec ce projet.
Donc on a du coup pris la peine aussi de revenir sur un certain nombre de questions posées par les théories de l'innovation. Et Saint Rogers, un des premiers auteurs après Mindras à avoir vraiment théorisé ça, parle donc de cette courbe d'adoption. Et donc on était, je dirais, en 2012-2013 en train de pouvoir penser qu'il y aurait quelque chose comme une adoption d'un certain nombre de techniques qui pour autant étaient à définir, visant la réduction des usages. Donc pratiquement, pas loin d'une dizaine d'années plus tard, finalement, peut-être un peu moins, mais enfin, suivant où on commence à dater les premières transformations je dirais, du développement agricole dans une orientation vers la réduction, on peut pointer du doigt quand même quelque chose d'important, c'est que cette courbe d'adoption qui vient d'une approche évolutionnaire de l'innovation suppose souvent que les acteurs qui adoptent sont dans des situations assez équivalentes ou en tout cas dans des bains ou des milieux sociaux qui ne bougent pas. Or précisément, ce qu'il y a de très important dans toutes les approches de l'innovation, c'est que les gens qui travaillent en tant qu'innovateurs premiers, donc les primo-développeurs, sont dans des situations sociales très différentes de la façon dont ceux qui vont pouvoir ensuite adopter ces paquets se trouvent. Et donc là, il y a quelque chose donc, qui nous intéressait beaucoup et qui nous a conduit à pousser un petit peu le raisonnement en se disant qu'il s'agissait donc du coup, pour comprendre ce qui se passait autour et avec la réduction des usages, de ne pas se limiter au seul regard sur le dispositif éco-phyto, en tant que dispositif de politique publique, donc, mais d'essayer de voir plus généralement, dans d'autres situations, ce qu'il en était de pratiques pouvant justement aller vers la réduction. Le deuxième point, c'est que, en lien avec justement ces transformations de configuration, il nous paraissait intéressant d'aller regarder ce qu'on appelait les activités d'intermédiation. Je vais y revenir. On va dire un premier niveau de traitement des activités de conseil, mais vous allez voir que je vais contester ensuite cette approche un peu réductionniste, justement, qui consisterait à envisager le déploiement technique et économique de la réduction sous l'effet d'activités qui viseraient donc tout simplement à assurer un courtage des bonnes idées qui auraient été pensées par la science ou par des organismes de recherche technologique. Donc on est rentré évidemment dans un débat là-dessus au sein du projet, mais ce qui nous paraissait justement important, c'était de repenser l'ensemble des acteurs qui pouvaient à un moment ou à un autre intervenir dans un accompagnement des pratiques de la réduction. Donc l'objet central, c'est comprendre ces transitions agroécologiques en cours en étudiant du coup ces activités et ce qui peut nous permettre de comprendre du coup ce qui peut aussi bloquer dans une certaine mesure ce que le rapport Potier nous explique comme étant un déficit d'accompagnement et d'engagement auprès des acteurs qui voudraient réduire l'usage des pesticides. Bon, les méthodes, donc. Pour nous, donc, du coup, je pense que c'est le point peut-être un peu important de la présentation, c'est du coup, qu'est-ce qu'on entend par intermédiation ? Vous nous dites que ce n'est pas, à sensu stricto, une activité de conseil. Donc, du coup, on a essayé de développer une approche un peu grounded theory, c'est-à-dire fondée sur une étude de cas et essayer de monter un petit peu en généralité pour essayer de définir ces activités-là, sachant qu'en fait, du coup, on considère qu'il y a tout un ensemble de procédures, de règles et d'outils qui sont disponibles dans des formes d'action collective, représentés dans notre cas, dans notre projet, par 5 cas, le cas défi, le cas base, donc des groupes en agriculture de conservation, le cas CIVAM, un cas sur le bac Grenelle et un cas COP, qui sont des endroits où on est allé donc voir ce qu'il en était des activités d'accompagnement de la réduction des usages. Donc du coup, évidemment, ces activités-là s'inscrivent dans des logiques institutionnelles, des logiques d'action collective qui peuvent être plus ou moins situées, et dans des façons d'accompagner, et parfois de ne pas accompagner, évidemment, la réduction des usages. Donc il y a un grand nombre de variétés d'acteurs qui ont été, du coup, et il y en a un ou deux dans la salle, qui ont été concernés par ces travaux. Donc des ingénieurs défis, des responsables de stations XP, des acteurs en charge de la mise en forme de données, des responsables de COP. Nous avons eu plusieurs types
d'intermédiaires ou d'acteurs intermédiaires concernés. Et en fait, on a disons, consacré nos travaux à étudier les configurations organisationnelles, c'est-à-dire les organisations ou les activités organisées dans lesquelles ils interviennent, ce que sont les appuis normatifs et cognitifs de ces agents d'intermédiation, c'est-à-dire comment ils arrivent à enclencher leur action, à la mettre en œuvre, et puis aussi quelque chose qui nous est apparu très important, qui a beaucoup fait travailler le groupe, ce qu'on a appelé les objets d'intermédiation, c'est-à-dire qu'intervenir dans le domaine du changement et du développement, c'est pas juste quelque chose qui serait social et cognitif, c'est aussi faire reposer son action sur des objets pratiques, sur des objets concrets. Donc la méthode de travail, je suis déjà au fond, voilà, ça va vite. Donc créer un espace collaboratif dans la recherche, créer des chaînes, un lieu d'échange sous forme d'une activité de sciences participatives cofinancée par le programme SMASH, donc qui a consisté à travailler avec des acteurs intermédiaires à donner du sens aux activités qu'ils pouvaient décrire comme relevant pour eux d'un engagement dans la réduction des pesticides. Donc là, je suis déjà dans le rouge, mais je vais donc donner un seul résultat. Il reste 1 minute, mais donner un Combien résultat. 1 minute. Ah, en fait, il ne reste plus... Il ne reste plus rien. Voilà. Okay. C'est bien aussi. Donc, en gros... C'est pas un reproche oui, non, mais sur le contenu. Hein. On a donc passé en revue des configurations organisationnelles en essayant de les trier un peu. Et je pense que par rapport à beaucoup de débats qu'on a eu aujourd'hui, on voit la variété des formes de travail de l'intermédiation, hein, dans des adhocraties, dans des formes réticulaires, dans des professions. Donc la prise d'appui dans les métiers est loin d'être aussi homogène qu'on peut l'imaginer. Ensuite, les topics, c'est-à-dire les discours sur lesquels ces intermédiaires reposent leur activité, sont eux-mêmes très très variés. À savoir dépasser la dépendance au glypho qu'on entendra aux bases, ça n'a absolument rien à voir avec la question qu'on peut trouver dans un grand nombre de COP autour de « voyons si on peut, mais ça va être difficile » en essayant d'aborder plutôt l'impact technico-économique. Bon. Donc on a essayé de caractériser ces éléments-là et également de voir ce que pouvaient être les principales valeurs que développaient les intermédiaires. Discours sur la technique, discours de l'autonomie, discours sur la rationalisation environnementale ou la rationalisation économique et aussi un certain nombre de personnes engagées dans le discours de la diffusion de l'expérimentation. Donc je vais finir du coup, pour pas prendre trop, sur un résultat qui est assez important, nous semble-t-il, c'est que ces activités d'intermédiation donc reposent sur un certain nombre de techniques je dirais, qui sont liés à savoir s'engager dans l'animation, à mobiliser un certain nombre de recettes d'animation. Mais ce qui nous a paru intéressant au niveau des gens avec qui on a pu échanger, notamment dans le dispositif participatif, c'est justement la dimension de la genèse éthico-politique qui est à l'œuvre quand on fait de l'intermédiation. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre par là? C'est qu'il y a des tensions très fortes sur la légitimité d'un discours sur la technique, à savoir que ces intermédiaires ont des enjeux pour faire tenir ensemble des acteurs, bien souvent des agriculteurs, dans des situations de changement, dans un rapport objectif au réel. Ça monte, ça descend, il y a des vers de terre, il n'y en a pas. Et du coup, de rendre possible la discussion sur ces choix techniques. Donc ça, c'est quelque chose qui met en tension, du coup, la légitimité de leur position par rapport à des discours d'agriculteurs qui sont notamment, et on vient le voir dans l'exposé précédemment, de plus en plus élaborés. Il y a de l'auto-formation, il y a des observations, des savoirs expérientiels. Donc ça, c'est un premier enjeu de tension. Le deuxième, il est sur la posture d'accompagnement. Il y a quelque chose qui relève ici du rapport qu'il faut entretenir avec les acteurs qui sont en désir ou en instance de changement, en termes de déréalisation. C'est-à-dire que les objectifs ne sont pas là, il n'y a pas les preuves. Et donc toute la question ici est de pouvoir tenir une posture d'accompagnement plutôt par rapport à quelque chose qui n'est pas réel ou qui n'est pas observable. Et donc là, ça demande, du point de vue de ces agents, une réflexion très importante sur le sens de leur métier et sur les espaces qui sont souvent politiques auxquels est associée l'intermédiation. Très bien. Je vais être obligé de vous arrêter. Ouais, c'est terrible. Hein. Ça, c'est la signature. Donc vous irez voir, si vous voulez, le dialogue qui a été reproduit dans le site web dont vous avez l'adresse ici. Enfin, de vous arrêter.
Non, c'est difficile de m'arrêter. Non, en fait, d'une certaine manière, par rapport à toutes les questions qu'on s'est posées depuis hier, votre travail constitue un des éclairages forts sur les questions posées. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de bien diffuser les résultats de votre projet, puisqu'il rejoint une grande part des questionnements. C'est pour ça que je ne vous ai pas coupé. Merci. Je vais demander à Philippe Billet de nous rejoindre. Ah oui, bravo. Donc c'est le projet Alterphyto, approche juridique des protections alternatives contre les ennemis des cultures. Philippe Billet, vous faites partie de l'Université Lyon 3. Je vais vous demander de vous présenter un peu mieux sur votre fonction. Et il reste 10 minutes, pas plus, mais je sais que vous êtes très fort, monsieur Billet. Oui, vous n'avez d'ailleurs pas reçu mon document, visiblement, mais c'est pas grave. Ah, mais... Bon, c'est pas grave. Donc, je suis professeur de droit à Lyon 3, je dirige l'Institut de droit de l'environnement. Et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, j'ai non pas dirigé, mais coordonné un projet juridique qui était sur les... Comment est-ce que le droit peut s'emparer des alternatives aux phytosanitaires pour pouvoir lutter contre ce qu'on appelait dans l'ancien temps les ennemis des cultures. Et l'originalité de ce projet, c'est qu'il associait une docteure vétérinaire, des philosophes et des juristes autour de ces questions. Autrement dit, si on a l'habitude de travailler avec des philosophes, il y a notamment la philosophie du droit, mais c'est un peu différent, on a beaucoup moins avec les vétérinaires, mais il se trouve que la particularité de cette personne, c'est de faire une thèse en droit, et elle est désormais docteur en droit également, sur les phytosanitaires. Alors, je suis très gêné de vous parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai failli ne pas venir à cause de la loi du 20 mars 2017, c'est-à-dire il y a 3 jours, qui va changer deux, trois éléments, puisque c'est la loi sur le développement du biocontrôle. Et Dieu merci, les développements qu'elle a faits n'étaient pas aussi réducteurs qu'on aurait pu le penser, et notamment qui va remettre au goût du jour, puisque le Conseil d'État les avait annulés pour des raisons strictement procédurales, les certificats d'économie des produits phytosanitaires, mais surtout mis au goût du jour une phrase que j'ai beaucoup aimée tout à l'heure, qui était sur la question de l'ultime recours, et notamment autorisant les collectivités locales à recourir aux produits phytosanitaires plutôt qu'aux autres produits, dès lors qu'on ne pouvait pas faire autrement, que c'était, le LOL ne dit pas, mais c'est un peu l'esprit, l'ultime recours. Alors ce que je vous demanderais finalement de ne retenir de ma présentation, c'est qu'une seule chose, c'est que le droit, c'est une grande boîte à outils. Il ne faut pas lui demander de faire plus qu'il n'est capable de faire. Ce n'est pas lui qui montre le chemin, c'est lui qui accompagne. Donc on va voir que ce que je vais vous présenter, c'est un dispositif d'accompagnement et pas un dispositif d'anticipation. Alors la question, quels étaient les contextes et les objectifs de notre projet ? Eh bien, c'était dans le cas des réflexions du plan Éco-Phyto, anciennement 2018, eh bien, de voir comment à l'échelon national et européen, il était possible de développer des alternatives. Et nous sommes partis sur 3-4 objectifs. Comprendre, sur le fondement d'une étude historique de la réglementation, quelles étaient les résistances, les freins qu'entretenait le droit par rapport à l'émergence d'une réglementation qui était favorable aux alternatives. Sachez que le départ de cette réglementation, c'est une loi de 1905 sur la fraude alimentaire, simplement, où on commence déjà à voir l'aspect agricole en 1943, mais tout l'objectif, c'est d'assurer une sécurité alimentaire, même si le terme n'avait pas encore été employé, et de multiplier tous les instruments aux fins d'une modernisation de l'agriculture passant par les produits chimiques. Et donc cette résistance tient essentiellement à ça. Ensuite, identifier les incohérences du droit existant et de rechercher des pistes favorables à une réglementation. Qu'est-ce qui fait le frein et comment est-ce qu'on peut dépasser cet aspect-là ? Ensuite, analyser les modalités juridiques de la mise en œuvre. Une fois qu'on a critiqué, qu'est-ce qu'on propose ? Quelles sont les modalités que l'on peut mettre en œuvre dans ce cadre-là ? Et on a fonctionné non pas en opposition, mais en accompagnement une fois encore, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de faire coexister les deux modes, plutôt que de les mettre en opposition, parce qu'on est quasiment persuadé que si on arrive en opposition en disant « il faut absolument des alternatives », ça ne passera jamais dans la réglementation. Et enfin, proposer ces pistes d'évolution. Ces pistes d'évolution n'ont pas été des pures inventions de notre part, c'était des recherches sur les textes étrangers, sur le droit de l'Union, et puis par des éléments de comparatisme un peu plus larges. Alors, quels sont les résultats auxquels nous sommes arrivés ? Nous avons, sur la base de 8 études complètes sur différentes thématiques, on est abouti à une dizaine de propositions. Je vous en fais une synthèse pour voir que ce sont des propositions qui restent opérationnelles.
on ne s'est pas simplement enfermé dans notre tour d'ivoire comme on confine les juristes. Et on essaie de voir ce que ça pouvait donner sur le terrain, même si ça ne reste que spéculatif, puisque contrairement à d'autres éléments qu'on a pu entendre cette journée et demie, nous n'avons pas éprouvé tout ceci sur le terrain. Alors première approche, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait, le cas échéant, formaliser une approche hiérarchisée de la lutte intégrée sur le fondement des principes de précaution et d'action préventive qui articuleraient des mesures préventives et des mesures curatives. Autrement dit, partir en s'inspirant du Codex européen de l'agriculture raisonnée, et ça s'est développé d'ailleurs avec la réglementation en matière de déchets, donc sur la hiérarchisation des modes de traitement, on s'est dit qu'on pouvait aller dans cette optique-là. Application de mesures préventives qui seraient des alternatives biologiques et mécaniques par un jeu de sélection variétale, de rotation des cultures, d'assolement. Ensuite, passer à un niveau de surveillance de l'état phytosanitaire des parcelles et évaluation des risques. Développer et appliquer un seuil de tolérance avant toute mise en œuvre effective de mesures curatives. Et enfin, mettre en œuvre des mesures curatives en commençant par des alternatives. Et enfin, si ce n'est pas possible, eh bien, d'avoir cet ultime recours, comme il a été dit tout à l'heure, face ce matin à la table ronde, d'ultime recours aux phytosanitaires. Deuxième possibilité, c'est d'imposer une évaluation environnementale du recours aux dynamiques naturelles dans le processus de production agricole. Ce n'est pas parce que c'est un mode alternatif, que pour autant, il n'est pas sans danger. Si l'on prend notamment la question des insectes prédateurs d'autres insectes, on sait que depuis la loi Barnier, il y a eu énormément de progrès en ce sens. C'est qu'il peut y avoir des espèces qui vont se développer comme étant dites invasives et que le remède sera peut-être pire que le mal et que donc il est nécessaire de procéder à une évaluation environnementale dans le cas d'une autorisation de mise sur le marché de ces alternatives. Mais naturellement, comparant ce qui est comparable, on ne peut pas faire subir le même traitement juridique et d'analyse aux alternatives qu'aux produits phytosanitaires en tant que tels, va se poser naturellement la question de la prise en charge du surcoût de ces mesures. Ensuite, comment est-ce qu'il est possible de faire coexister les cultures traitées par des produits phytosanitaires et les cultures bénéficiant d'alternatives? On peut réfléchir à un modèle d'isolement sur le modèle des buffer zones comme on trouve au Canada, donc des zones tampons, sur le modèle de l'isolement comme on peut le voir avec les OGM notamment, ou alors avec un régime juridique qui se fonderait sur des périodes d'interdiction d'usage de pesticides afin de tenir compte de périodes d'efficacité des auxiliaires des cultures. Mais cela pose également un certain nombre de difficultés. C'est qui prend en charge la caractérisation du risque de contamination, qui prend en charge le coût de la mise en place de ces zones tampons et autres barrières physiques. On peut imaginer que ce soit l'agriculteur naturellement qui recourt à ces alternatives. Ça ne veut pas dire pour autant que ces zones seront exemptes de toute contamination, ce qui pose la question de savoir si ces cultures seraient commercialisées sous un label particulier, ça ne poserait pas des difficultés. Le droit de l'Union l'a très bien réglé avec la question des OGM et notamment avec la question du miel. Ou alors on pourrait imaginer que ce soit naturellement l'idée de l'agriculteur qui recourt, dans le principe du pollueur-payeur, que payerait l'agriculteur qui recourt à ces produits phytosanitaires et donc on instituerait à son bénéfice une garantie de style assurantiel. Ensuite, on peut imaginer également de réviser les critères de l'évaluation des produits alternatifs, non plus comme cela se fait sur les produits classiques, sur les critères d'efficacité suffisante ou de performance, parce que cette notion de performance se situe toujours par rapport à un comparatisme de quelque chose qui est déjà sur le marché, alors qu'on ne peut pas faire la comparaison dans ce cadre-là. Et on a pensé qu'il serait intéressant de développer des critères, notamment apprécier un produit alternatif en tenant compte de ses conditions habituelles d'usage, parce que très souvent, il est utilisé en association avec d'autres, et ce qui veut donc dire que dans l'évaluation, il faut l'évaluer dans cette association-là, et que l'autorisation se fait dans le cadre de cette association-là, et dans cette association seulement, d'établir une analyse qui serait du coût-bénéfice ou bénéfice-risque, qui introduirait un critère d'avantages environnementaux au sein de la procédure d'AMM, notamment d'un produit phytopharmaceutique, ce qui permettrait donc de prendre en compte et les avantages et les inconvénients, de faire ce qu'on appelle une pesée globale des intérêts pour dire oui par rapport à ces avantages, non par rapport à ces inconvénients. Autrement dit, établir un ratio qui serait d'efficacité et de risque dans ces critères d'évaluation. On pourrait également, dans ce cadre-là, clarifier la distinction entre les substances de base et les substances à faible risque, notamment en termes de commercialisation, intégrer
le recours aux alternatives aux produits phytosanitaires, notamment dans le cadre de la réattribution dans les procédures d'aménagement foncier. La Cour de cassation, lorsqu'elle a été amenée à se prononcer à plusieurs reprises sur les questions d'équivalence de valeur dans les tableaux de réattribution des terrains, ne tient absolument pas compte de la qualité particulière d'un sol, comme lorsqu'il aurait fait l'objet d'un traitement alternatif, et donc elle le tient comme toute autre terre. Ce fait que l'agriculteur se voit réattribuer un terrain qui n'était pas celui qui avait la qualité essentielle initialement. On peut également promouvoir un paquet environnemental qui sera intégré structurellement à l'activité agricole, c'est-à-dire en tenant compte notamment des baux ruraux, en supprimant le principe des clauses environnementales qui sont extrêmement limitées territorialement, et que dans ce cas, il me reste moins 19 minutes, merci. Une seconde. Intégrer dans ce cadre-là, dans le cadre des baux ruraux, ce qui permettrait de libérer totalement ces clauses environnementales. On pourrait imaginer également que les SAFER, dans les attributions ou réattributions de terrain, puissent les accompagner de cahiers des charges en particulier, mais également, il serait nécessaire, dans ce cadre, d'associer en tout cas et le public et les utilisateurs à la promotion de ces alternatives, et notamment développer toutes les possibilités qu'offrent la Constitution et le Code général des collectivités territoriales pour donner un caractère moteur à ces collectivités dans ce cadre-là. Alors les transferts académiques, on l'a fait dans un cadre de colloques de restitution, une quinzaine de communications, une trentaine d'articles, 4 thèses qui ont été achevées ou en cours sur des thématiques ou thématiques associées, des cours et des séminaires. Les perspectives qu'on pourra avoir, parce que nous n'étions que des modestes juristes dans notre tour d'ivoire, c'est avoir des recherches complémentaires. J'étais extrêmement intéressé par tout ce que j'ai pu entendre sur la sociologie et l'économie, notamment sur la base du bilan coût-avantage, du recours aux alternatives, comment est-ce qu'on peut intégrer les paiements pour services écosystémiques ou le gain de sauvegarde des services écosystémiques dans tous ces éléments. Voilà, brièvement, merci beaucoup. Merci, bravo. J'ai trouvé que les 2 dernières interventions étaient des exposés qui nous permettaient d'écouter un autre spectre qui appréhende Ecophyto. Je trouvais ça pas mal, moi ça m'a intéressé. Il nous reste 4 minutes, 3 minutes, si il y a des points de vue qui veulent circuler, sinon c'est pause café. Ah. Vous choisissez. Mais j'aime bien parfois une séance qui se termine par 2 exposés. J'avais le lapin d'Alice devant moi. Si, il y a quand même, évidemment. Antoine Messéan-Inra, vous avez commencé en parlant de la dimension européenne. Je suis intéressé de savoir s'il y a des propositions équivalentes ou si vous avez échangé, si c'est le fruit d'une approche strictement nationale ou si c'est des réflexions qui ont des chances aussi d'aboutir. Elles ont d'autant plus de chances qu'elles seront aussi portées par d'autres États membres. Alors, ça n'est pas porté par l'Union européenne comme telle pour l'essentiel des éléments, ça l'est par certains États. On s'est beaucoup inspiré, il y avait un modèle danois, un modèle notamment canadien, qui est extrêmement intéressant, notamment sur un système très intéressant mais qui me gêne, je vais vous expliquer après pourquoi, un système très intéressant d'indemnisation des agriculteurs qui recourraient à moins de pesticides, qui donc de ce fait auraient une moindre récolte et seraient indemnisés pour le manque à gagner. Sauf que le critère de référence, c'est la récolte qui a été faite par des pesticides. C'est que ça fausse un peu le jeu de l'évaluation. Et on a toujours ce souci, c'est quel va être, d'un point de vue juridique, le modèle qui sera assimilé culturellement, parce qu'on ne peut pas imposer de force quelque chose qui ne passera jamais, et donc on est obligé quand même de s'immiscer dans des mécanismes existants pour essayer de trouver un angle d'entrée, on dira, je ne dis pas d'attaque, vous avez noté, mais un angle d'entrée dans ce cadre-là, parce qu'une fois encore, on ne peut pas fonctionner en opposition, ça ne marchera jamais. Merci. Pause café. Merci.